J'ai reçu un appel téléphonique et puis la personne au bout du fil était relativement chaleureuse, donc j'ai écouté un petit peu plus longuement. Et puis il m'a expliqué qu'il s'agissait d'un petit sondage pour recruter des citoyens pour parler ensuite de biodiversité. Qui ne sont pas des spécialistes en matière de biodiversité, à qui on fait appel pour qu'ils apportent, disons, un point de vue par rapport à des projets ou des réalisations effectuées au sein de l'agence française, quoi. Sous l'égide à la fois de l'OFB et d'un groupe de communication qui s'appelle Planète Publique et qui nous a accompagnés à construire nos réponses. Le COQ, il y a eu 2 parties, il y a eu déjà une année entière où on a inventé notre mode de fonctionnement. Et ensuite, il y a vraiment une phase où on nous a soumis des projets. J'ai la chance de vous présenter la thématique des espèces exotiques envahissantes il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous saisir, avoir l'opportunité de saisir le COQ. Moi j'ai toujours pas les répondre par rapport à soi, puisqu'on est censé être plus ou moins représenté là. Exactement. Donc moi j'ai répondu par rapport à moi aussi. Voilà. Oui, c'est ça en fait. Je suis pas... Non, moi j'ai pensé que c'était par rapport au grand public. Si je réponds par rapport à moi, je vais dire que c'est efficace. Donc moi j'ai répondu par rapport au grand public, pas par rapport. On est à Retz, c'est une petite ville du Nord-Bassin en Gironde. Et c'est là que j'ai choisi de venir passer ma retraite. Et qui je suis sinon un retraité paisible. Et cette retraite m'amène à vivre tranquillement, sans souci, avec un confort satisfaisant. Voilà. Les journées sont belles et bonnes. Super. Hop, ouais. Bon. Et alors aujourd'hui, on va pas mal discuter du comité citoyen. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a dit, allez, je vais voir, j'essaye Je me crois, non pas attaché à la biodiversité en tant que telle, parce que ça, en vérité, je ne m'étais jamais penché sur le sujet, mais je suis très attaché aux notions d'écologie. Depuis très longtemps. C'était à travers les propos d'un candidat à la présidentielle en 1974, c'était René Dumont, qui parlait, et qui était le seul à porter justement cette voix sur des problèmes de l'humanité, à travers déjà en 1974 un certain nombre d'éléments qui montraient que si les hommes ne changeaient pas, il y aurait tôt ou tard peut-être des gros problèmes pour laisser perdurer cette société, quoi. Et alors pour toi, cette préoccupation-là, cet intérêt pour ce personnage et son discours, comment est-ce que tu appelles ça? Donc c'est pas de la biodiversité, c'est plutôt de l'écologie, mais je ne me posais pas la question, j'étais, tout simplement, sans penser. Ouais. En vérité, pendant les 20 années qui ont suivi, j'ai pas eu le temps de me pencher sur ces sujets-là. J'ai travaillé pour évoluer dans ma profession et j'ai pas du tout été amené à faire des recherches, à faire des lectures pour conforter mes sentiments. Non, j'avais autre chose à faire, mais pour autant, j'avais ce comportement naturellement. Et tu as des anecdotes pour un peu illustrer ce que tu dis? Oui, j'en ai une. Il y a eu une année où la France a connu une grande sécheresse. Et un truc qui m'avait énormément choqué quand je suis arrivé chez les pompiers, c'est qu'on demandait à tout le monde de faire des économies d'eau. On demandait à chacun, y compris par exemple, de fermer son robinet quand il se lave les dents. Enfin, réellement, il fallait compter les gouttes d'eau, quoi. Et les pompiers, eux, ils ne s'occupaient pas de ça. Ils gaspillaient l'eau, mais d'une façon extraordinaire. Notamment, on lavait la cour. Et c'était un protocole, c'était une obligation. Tous les vendredis après-midi, il fallait laver la cour à grande eau. Alors on mettait 2 grosses lances de chaque côté et on arrosait cette cour en goudron qui aurait très bien pu s'en passer. Et est-ce que tu identifies d'autres façons de montrer, de s'engager sur ces thèmes-là chez toi? Après, je m'y suis engagé beaucoup plus une fois que la retraite est venue. J'ai trouvé effectivement de l'intérêt à rechercher pourquoi j'étais sensible aux problèmes de la nature et aux problèmes de l'homme en vérité.
Et là, oui, effectivement, en retraite, j'ai commencé à lire, à prendre des ouvrages divers et variés qui allaient dans ce sens-là. Et puis, l'ensemble de cette documentation m'a conforté dans toutes les idées sur lesquelles j'avais été sensible, sans expliquer pourquoi. Là, j'ai compris pourquoi. On pourra améliorer notre situation si on accepte de restreindre la population et si cette population accepte de restreindre sa consommation. Je ne vois pas trop comment on peut faire autrement. Écoute, je vais en revenir à quelques questions autour du COC, du comité citoyen. Et alors, si tu devais expliquer ce qu'était que ce comité citoyen à quelqu'un qui n'en a vraiment jamais entendu parler, qu'est-ce que tu lui dirais alors? Alors là, c'est un vaste sujet. Parce que, en parallèle de mes participations au COC, j'allais régulièrement sur Internet pour essayer de m'informer sur la biodiversité. Et j'y trouvais pas tout à fait mon satisfaction. À chaque fois que j'allais voir un sujet sur la biodiversité, je trouvais que le sujet était trop resserré sur des choses essentielles, mais qu'il ne me touchait pas. C'était pas comme ça que je voyais. Je sais pas, j'imagine que c'est comme un objectif. Soit on a un grand angle, soit on a un angle resserré. Et moi, j'ai plutôt un grand angle sur l'écologie que cet angle resserré. La biodiversité me semblait un angle resserré sur le sujet qui m'apportait, l'écologie. Moi, j'habite à Montgermont depuis 2017, avec ce privilège d'avoir trouvé cette propriété ici de 2000 m² en plein centre de Montgermont, auprès de la motte médiévale, dans un décor de nature vraiment exceptionnel. Donc j'ai fait ce qu'il fallait pour moi faire, ce que je devais faire, c'est comme ça que je voyais les choses, pour que ma présence embellisse aussi, apporte un plus à cette propriété. Et je suis en retraite depuis 2017 et je travaillais au département d'Ille-et-Vilaine et je m'occupais de la protection des enfants en danger. En 2019, c'était à la fin quasiment des travaux, est arrivé un coup de fil. Ici, exactement à l'endroit où vous êtes, Lucie, là, assis, j'étais là, assis, et un coup de fil sur le fixe. 3 semaines après, j'étais à Paris, Vincennes, pour la première réunion en avril, je crois, 2019. Et alors, ta première action, tu as trouvé ça un peu incongru, pour reprendre tes mots, un peu étonnant, et finalement, tu as accepté d'en faire partie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que la biodiversité, c'est quelque chose que, donc je suis quand même assez sensible depuis longtemps, et je trouvais ça bien de pouvoir me retrouver dans une réflexion, parce que je savais bien qu'à un comité citoyen, il y allait y avoir des échanges, et puis c'est la découverte peut-être un peu plus approfondie de certains éléments d'enjeux aujourd'hui nationaux, Et on était en quelque sorte dans le sein des saints, puisque l'agence française à l'époque, c'est l'agence française, Donc on me disait, il va y avoir des sujets qui vont être sacrément intéressants. Quand même, tu te dis, tu es dans la quinzaine de personnes en France à être présent là, Et bon, voilà, c'est un privilège. Et quoi qu'il se passe, je me disais, tu assures, parce que il y a peut-être beaucoup d'autres qui aimeraient être à ta place, Je m'appelle Noëlle Bertrand, j'ai 45 ans, je vis à Saint-Avertin, donc à côté de Tours. Je suis maman de 4 enfants, des triplés qui ont aujourd'hui 13 ans et demi, qui sont en 4e, une fille et 2 garçons, et puis une petite qui a 7 ans, Capucine, qui est en CE1. J'ai plusieurs activités au quotidien professionnel. Je suis essentiellement dans la vente à domicile. Donc je suis VDI sur 3 marques en fait. Je représente le Thermomix, les vêtements pour femmes Captain Tortue, et puis depuis presque aussi longtemps les chaussures Maselli. Et puis depuis un peu moins d'1 an, depuis le mois de novembre, j'ai monté une micro-entreprise. Et du coup on est sur des bijoux, de la maroquinerie, de la décoration et puis des œuvres d'art avec vraiment des artistes cotés, donc de France et puis d'ailleurs,
sauce fraise. Ouais. Bon. Donc ici on a le haras de la Pellerie. Donc tu vois ici là on est à 5 minutes de la maison. Donc, tu vois ça permet de venir se promener, d'être tout de suite en pleine nature, en pleine campagne, sans prendre la voiture, sans voilà. Donc ça c'est une balade que vous faites régulièrement? Donc ça, cette balade-là, quand les enfants étaient bébés, je la faisais tous les jours. Tous les jours avec la poussette triple, je venais jusqu'ici. C'était à peu près, je m'arrêtais à peu près au niveau du haras ou au petit point un peu plus loin. D'accord. Et voilà, c'était le circuit quotidien. Après, quand ils ont grandi un peu moins, mais quand il fait beau, on aime bien. Alors des fois, c'est à pied, en vélo, en trottinette. Enfin voilà. Ici, au fil des saisons, on voit aussi, tu vois, les plantes. Bah, là, on va avoir beaucoup d'herbes et de graminées, mais tu vois, l'hiver, on a des plantes qui perdent un peu le côté charnu des feuilles et du coup ça fait des choses assez jolies. On a aussi les petits fruits, les prunelles, toutes ces choses-là, tu vois, qu'on va pouvoir... là on a de l'églantier. Donc toutes ces petites choses-là qu'on découvre un peu aussi au fil des saisons, c'est sympa. Tu crois que là il y a des fruits, on peut aller voir? Là il n'y a pas de fruits, l'églantier c'est un rosier sauvage, donc de la fleur va naître cette petite baie rouge et elle est comestible uniquement après les premières gelées. Ça la ramollit et du coup ça la rend comestible. D'accord. Parce qu'avant, quand tu l'ouvres, tu as ces graines toutes poilues qui font le poil à gratter, quoi. Donc ça doit pas être super bon à manger. Ouais. Donc là en fait voilà, on continue, on est quasiment là au bois des Hâtes, quoi. D'accord. J'étais pas dans des préoccupations aussi altruistes au niveau planétaire dans la mesure où j'étais dans l'organisation de mon quotidien, si tu veux. Parce que quand tu as 3 enfants qui arrivent d'un coup, ta priorité c'est qu'ils aient mangé, qu'ils soient propres, qu'ils soient en bonne santé. Et quand tu as fait tout ça, tu essaies de dormir un peu. Et donc les premières années, je n'avais pas vraiment d'esprit de place dans ma tête pour ce genre de préoccupation. Après, pour autant, je les ai amenés, tu vois, justement, je les ai toujours amenés en contact avec la nature. Mais par contre, j'étais plus préoccupée par le côté pratique, gain de temps et efficacité que volonté de préserver la planète. Et puis après, avec le temps, aussi parce qu'il y a une place qui s'est libérée pour ça. Les enfants grandissent, ils sont plus autonomes, on est moins pressurisé par tout ce qu'il y a à faire et du coup je pense que ça peut être lié à ça. Ce que je te propose, c'est qu'on va un peu rediscuter globalement du coq pour essayer de voir un peu toi ce que tu en as retenu, ce que tu en as pensé, etc. Et puis que tu nous racontes un peu les débuts, comment tu es rentrée là-dedans. Alors avant le coq, en fait, il y a eu les ateliers de co-construction citoyenne. Et de là ont émergé un certain nombre d'idées, dont le comité citoyen. Le fait d'inclure des citoyens dans un organisme tel que l'Office français pour la biodiversité, en fait. Donc moi, j'aime bien les relations aux autres, j'aime bien les échanges. Trouver du temps parfois pour le temps d'être citoyen, le temps de s'impliquer dans des choses autres que son travail, sa vie de famille, c'est pas toujours simple. Et toi, mine de rien, voilà, t'es une femme active, t'as 4 enfants. Comment tu vois ça? Comment t'as géré ça? Alors, moi, j'ai pu le faire aussi parce que j'ai choisi des activités professionnelles qui permettent cette souplesse-là. Le fait d'être VDI, ça veut dire que je gère mon emploi du temps. J'ai pas d'horaire, j'ai pas de patron, donc je gère mes rendez-vous et donc si je veux bloquer une journée pour quelque chose, je prends mon agenda, je raye la page et je m'organise comme je veux. Donc ça c'est vraiment un choix. Alors avant d'être dans la vente à domicile, j'étais dans la sécurité sociale pendant 15 ans et donc ça aurait pas du tout été possible de la même façon. Il aurait fallu que je demande à mon employeur des journées spécifiques. Ça aurait peut-être été possible, mais beaucoup moins simple. Après, ça c'est moi ma façon au quotidien de m'organiser et c'est vrai que j'adore participer à des choses nouvelles. Donc je suis très curieuse de nature et donc dès qu'on va me proposer un truc qui sort de l'ordinaire, je vais plutôt y aller. Et puis le souhait de m'impliquer, de faire changer les choses, c'est quelque chose qui est aussi quand même assez présent tout au long de ma vie. Donc toutes ces démarches-là, elles allaient dans ces deux sens-là.
Parce que je me demandais un peu qu'est-ce que c'est que ça, cette envie-là, tu vois, comment ça s'appelle, parce que je trouve qu'il y a une dimension d'engagement citoyen, je trouvais, mais peut-être que c'est parce que je suis un peu biaisée par mon étude, etc. Mais le fait d'être parent d'élèves dans des associations comme ça, et je crois que tu as aussi une petite période où tu étais dans un syndicat quand tu travaillais Oui, dans la sécurité sociale, oui. Alors j'étais membre d'un syndicat, je faisais partie du CE, j'étais représentant du personnel, j'étais représentant auprès du conseil d'administration aussi, de l'organisme. Donc oui, j'étais déjà impliquée. Mon quotidien aussi, c'est ça. C'est que tous ces échanges, que toute cette vie sociale qui est quand même assez riche, elle ait un sens et une utilité collective aussi. C'est ça, mais j'ai pas de prétention particulière, je compte pas le nombre, voilà. Je coche pas des cases, c'est mon quotidien, quoi. Et c'est en ça que finalement ça collait bien pour toi, ce comité citoyen, parce qu'il y a cette dimension d'un groupe qui échange sur du temps assez long pour que ça fasse des relations humaines un peu sincères. Voilà. Et est-ce que tu penses que c'est à chacun dans sa vie d'adulte qui se construit, où ça va émerger, et puis ça fait ou pas qu'on a envie un jour d'être citoyen actif, ou est-ce que tu penses ou t'estimes que un quelqu'un, peut-être la puissance publique au sens large, devrait nous accompagner, nous aider pour faire émerger ces citoyens et nous aider à acquérir ces compétences sociales qui nous rendraient aptes à être dans une participation? Alors je pense que dans l'idée l'école est obligatoire. Au sein de l'école, il y a déjà quand même un terreau pour tout ça. Là aujourd'hui, il y a les éco-délégués, mais il y avait déjà les délégués avant. Donc il y a déjà ça. Après, il y a un terreau social aussi intrafamilial. On va être issu de familles plus ou moins impliquées ou de familles qui vont, si elles-mêmes ne sont pas impliquées, donner à leurs enfants des outils leur permettant plus tard de développer ça. Alors c'est sûr que quand on a soi-même des parents, moi je pense à quand j'étais en école primaire, j'avais un garçon dans ma classe, sa maman était adjointe au maire, il se présentait en délégué tous les ans, enfin il avait ça dans sa culture. Et donc pour toi tu penses que l'école peut être un lieu propice à ça? L'école peut être un vecteur, mais en fait tout potentiellement peut être un vecteur. Une rencontre un jour avec une personne, quand on est enfant, quand on est adulte, moi dans la vie je trouve qu'il y a toujours des moments un peu charnières, des rencontres plus ou moins brèves, plus ou moins profondes, plus ou moins, qui vont faire que une personne va nous ouvrir les yeux sur une situation et que après on s'en saisit ou pas, et que ça nous fait grandir et ça nous fait évoluer, quoi. Quelle est la vertu du citoyen que n'ont pas les fonctionnaires, enfin, l'administration, ou les élus, par exemple? Quelle est la vertu du citoyen? Moi, je dirais la première vertu, c'est effectivement que l'on va forcément, mais bien forcément, avoir à un moment ou à un autre, une ou des personnes qui vont dire des choses qui vont paraître au départ relativement banales, comme ça, puis après on dit, mais attends, mais ouais, mais c'est bien sûr. Putain, c'est incroyable, personne n'y a pensé. Et voilà, c'est ça la vertu. C'est effectivement de se dire, voilà, un regard frais, neuf, complètement, comment dire, oui, je ne sais pas si on peut dire déconnecté, mais avec les pressions diverses et variées, naturelles, quoi. Ce qui est très compliqué dans l'administration ou dans les collectivités, c'est de penser simple. On acquiert progressivement un schéma de pensée qui est très complexe. Et alors on hésite, oui, et puis si ceci, puis si cela, puis etc. Le regret que j'ai, c'est que ça s'est un peu effiloché comme ça, à tel point qu'on est arrivé à une forme de psychodrame intérieur au comité citoyen, où il y a 2 personnes qui ont manifesté leur déception de la façon dont ça fonctionnait. Et disons que le fonctionnement, enfin, l'organisation qui a été mise en place a un peu induit ça, quoi. Tu disais sur la phase de prototypage que ça avait été compliqué mais intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est compliqué dans la mesure où c'est vraiment pas un exercice qu'on a l'habitude de faire. Alors peut-être d'autres personnes si, mais alors moi je me suis quasiment toujours inscrite dans des choses qui avaient déjà un schéma construit.
auquel on peut s'adapter, etc. Là, il fallait vraiment construire de A à Z quelque chose qui n'existait pas, qui sera peut-être reproduit par la suite. Pour le coup, ce travail qu'on a fait ensemble pourra probablement être utile, puisqu'aujourd'hui, la participation citoyenne, c'est quand même quelque chose qui est très dans l'air du temps. Donc j'espère qu'on n'aura pas fait tout ça juste pour ensuite une année d'exercice. On a passé, oui, je m'en souviens maintenant, beaucoup de temps sur le prototypage. C'était affreux, quoi. On n'en sortait pas. On n'en sortait pas. Quand est-ce qu'on aborde le sujet? Quand est-ce qu'on aborde le sujet? Et on était toujours en train d'organiser le canevas. Et ça, c'était décourageant. En fait, la façon dont l'Office français de la biodiversité a explicité ça, c'est que pour eux, ils voulaient vraiment laisser carte blanche et ne pas orienter, ne pas biaiser ce comité citoyen et leur laisser le choix de travailler sur ce qu'ils ont envie et de la façon dont ils ont envie. Mais c'est faire fi de la réalité. Elle a dit, disons que c'est vrai qu'à un moment je me disais, mais bon, ça va durer combien de temps toutes ces séances où on n'avance pas on n'est pas dans le vif du sujet, quoi, on se met pas à travailler, quoi, en quelque sorte. Mais j'ai été patient parce que je me dis, ben voilà, c'est un processus qui est bien géré par Planète Publique et puis l'OFB, donc ils savent où ils vont, il nous faut prendre le temps de bien se poser un certain nombre de questions avant de commencer à partir comme ça, bien en tête. Donc moi j'ai accepté le processus, donc je ne suis jamais intervenu en disant, bon ben écoutez, voilà, quand est-ce qu'on va commencer à avoir nos premières saisines, quoi. Non, j'ai patienté tranquillement. On commence en mars-avril 2019 à se retrouver là à Paris, à un rythme d'une fois tous les 3 mois à peu près, quoi, donc ça fait quand même pas beaucoup. On passe par une phase de formation et bingo, on arrive en 2020 avec la Covid. Donc là, tout déraille et on sent que franchement, on nous a un peu coupé l'herbe sous le pied avec ce virus-là. Finalement, par rapport à une année de fonctionnement, donc en fait, on n'a pas pu faire tant de choses que ça. On a peut-être répondu sur 4 projets différents, quelque chose comme ça, 4-5 projets. Moi, j'estime qu'on a fait des trucs vraiment, vraiment sympas. Je pense qu'on a répondu au cahier des charges qui était attendu aussi. Voilà. Faire appel au regard de personnes qui ne sont pas des spécialistes, ça peut aussi être utile parce que l'objectif, c'est que, en l'occurrence, là, la plaquette, elle atteigne sa cible. C'est ça l'objectif, c'est pas de produire une plaquette pour une plaquette. Donc, probablement que, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais probablement que si nos propositions sont suivies, eh bien, ça atteindra mieux sa cible, quoi. Je reviens juste sur l'objectif, quelque part, du COQ et de votre travail que vous avez mené cette 2e année autour de ces sujets-là, de saisine et d'autosaisine. Parce que c'est intéressant, quand on remonte un peu le fil, initialement, le COQ, c'était le haut de COQ, c'était Comité d'orientation citoyenne. Parce qu'il était question que le COQ fasse partie de la gouvernance de l'Office français de la biodiversité et participe aux grandes décisions, aux orientations de cette grande institution. Et finalement, cette première année de prototypage a fait qu'on a glissé sur des sujets un peu plus pratico-pratiques, j'ai envie de dire, au service de certaines actions spécifiques. Voilà, le service espèces exotiques envahissantes et sa plaquette, etc. Qu'est-ce que tu as pensé de ce glissement vers des orientations à quelque chose d'un peu plus pratique comme ça? Alors je pense que compte tenu du groupe qu'on avait, je pense qu'on était plus efficient sur ce type d'action. Et puis là, pour le coup, autant en tant que citoyen, donner son avis, etc. En plus, bon, il y a le travail de Planète Publique qui nous a quand même beaucoup aidé à synthétiser, à trouver des outils pour faire émerger des idées, etc. On aurait mis les 12 mêmes personnes dans une salle tout seul, on n'en serait pas arrivé là. Je pourrais déplorer, si j'avais un conseil à donner, c'est que l'animateur n'agisse pas plus pour faire mieux interagir les gens du groupe. Moi, la dernière réunion, quand j'ai pris la décision de ne plus y aller, ça a été la première réunion qui a eu lieu par vidéoconférence. Parce que parce que je n'avais pas l'angle d'entrée, parce que je n'ai pas eu l'opportunité, je suis resté 2 heures sans parler. Personne s'en est inquiété. Personne s'est dit à un moment, bah tiens Patrick, il n'a rien dit. Personne.
Et pourtant, il y en a qui y allaient. Hein. Ah, ils y allaient. Hein. Ils avaient des choses à dire. Tant mieux. Mais ce n'est pas l'objet d'un travail de groupe. Travail de groupe, tout le monde doit participer. J'aimerais agir, j'aimerais participer, j'aimerais m'engager, oui. Mais ce que je ne peux pas accepter, c'est de me sentir inutile, de me sentir à côté de la plaque. Je ne peux pas accepter ça, j'arrive pas. J'arrive pas à m'accommoder d'à peu près. Ça n'a pas empêché que voilà, chacun a fait avec ce que les autres étaient et ça a fonctionné, quoi. Mais c'est un équilibre quand même assez fragile, hein. Je pense que parfois il y avait des petits agacements, des petites choses et donc... Ça m'a énormément plu, je n'en ai pas parlé, c'est d'aller à ces réunions à Vincennes parce que j'avais quelque part, c'est un petit peu un petit retour en arrière, j'avais le sentiment encore de travailler, quoi. Moi je trouve ça, j'ai beaucoup aimé ça. C'est intéressant ce que tu dis là, et au-delà de l'aspect de configuration, le fait que ça t'évoque des souvenirs plaisants du travail, je m'interrogeais sur une dimension aussi d'utilité sociale. C'est-à-dire que quand on est à la retraite, certains le vivent très bien, d'autres moins bien, etc. Mais on a envie d'être utile à la société, on a envie d'avoir un rôle, de faire quelque chose parfois, pas tout le monde, mais parfois. Et des fois, ce genre d'activité de citoyenneté, tu vois, la pratique de la citoyenneté peut avoir ce rôle-là. Tu vois, on retrouve... Certains, c'est je m'engage dans une association... Et je me demandais si le coq pouvait pas, d'une certaine mesure, avoir ce rôle-là, tu vois. Je suis entièrement d'accord. Mais par contre, personne ne savait trop, ni dans son collège, ni leur dire ce que c'était qu'un éco-délégué, quel était ce qu'on attendait d'eux, leur rôle, comment ça allait fonctionner. C'était un petit peu quelque chose qui était devenu obligatoire. Donc les collèges l'ont fait, mais après, ce qu'ils en faisaient derrière, c'était vraiment hyper flou. Et en fait, au détour d'une conversation un petit peu, à une pause café en fait, avec les membres de l'OFB, je leur ai posé la question et ils se sont dit mais nous ça nous intéresse vraiment puisque ça peut être aussi de nos missions d'accompagner les éco-délégués, etc. Ouais, un des aspects qui m'intéresse aussi dans mon travail, dans ma recherche, c'est de questionner un peu justement qu'est-ce que cette expérience-là pour des individus peut déclencher, tu vois. Quelles conséquences ça peut avoir pour vous que d'avoir participé pendant 2 ans à un tel comité? Et on a déjà un petit peu abordé dans notre conversation la sensibilité. Tu vois, tu disais, mine de rien, on a été formés pendant 1 an, on sort de là, on revient chez nous, on déclenche des conversations sur tel sujet. Voilà. Est-ce que toi, tu as ressenti cet effet-là j'ai appris des choses? Ah ouais. Le coq m'a fait prendre conscience de cette fameuse chaîne du vivant, de ces écosystèmes. Ça, j'ai vraiment pris conscience de ça, notamment avec les premières séances de formation où on voyait bien comment telle espèce était utile à telle espèce, qu'elle nourrissait, etc. C'était vraiment fort, avec des images fortes. Ça m'a vachement marqué. Pourtant, par rapport à la nature, parce que c'est ta question, il a radicalement changé. Pourtant, j'en ai fait des jardins dans mon existence, mais il a vraiment beaucoup changé, quoi. Forcément, je coupe plus les branches comme avant, quoi. Même ça, quoi. Pour tondre la pelouse, la première fois, parce que l'herbe pousse autour, et c'est pas facile, donc j'avais enlevé. Et en enlevant, pour bien tondre, il y avait une fourmilière dessous. Alors là, fourmilière, j'ai fait la connexion fourmilière, les fourmis vont traire les pucerons pour pouvoir se nourrir. Donc s'il y a des fourmis, il y a des pucerons, ils vont c'est un peu leur élevage en quelque sorte, les pucerons, c'est un peu comme des vaches, quoi, en quelque sorte. Oh là, c'est pas bon. Allez hop, la fourmilière, et donc la tondeuse est passée sur la fourmilière. Donc panique chez les fourmis, vous imaginez bien. Et là, je me suis dit, mais t'es con, quoi, c'est pas possible. Comment tu fais un truc pareil, mais comment tu t'autorises à faire ça? Et bon, bref, après, j'ai remis la potiche en place, et puis j'ai enlevé une autre fois pour voir, et elle s'était refaite, la fourmilière. Donc, un peu rassuré, peut-être pas avec les mêmes fourmis, mais bon. Au-delà de ça, je me suis posé une question plus générale. Et je me suis dit, je crois qu'on est quand même nombreux sur cette terre à poser des actes qui sont des actes négatifs par rapport à l'environnement. Non pas parce qu'on a une volonté de détruire notre environnement, mais tout simplement parce qu'on ne sait pas.
Et ce que je regrette beaucoup souvent, c'est que on a peu d'informations sur, mais grand public, sur justement les écosystèmes, les connexions qu'il y a. S'il y a une fourmilière, c'est quoi l'utilité d'avoir une fourmilière dans son jardin? Voilà. On ne va pas détruire les vers de terre. Quand on a les vers de terre, on est vraiment content, etc. Voilà. Bon, on est sur une bonne terre. Ça, on a bien pigé. Mais il y a très peu de choses comme ça. C'est-à-dire que moi, ce que je regrette de façon globale, c'est que trop peu de gens, et dont moi, savons l'utilité, en fin de compte, des choses qui nous entourent. J'aurais pu me satisfaire d'apprendre quelque chose, même si mon rôle n'avait pas été déterminant pour ce qui me tenait à cœur. Mais si j'avais appris quelque chose, peut-être que je serais resté. Or là, j'avais l'impression de tourner en rond et puis d'être confronté à une distribution de connaissances un petit peu trop pointue parfois, un petit peu trop éloignée d'autres fois. Et cette approche m'a pas convaincu, quoi. J'étais pas à mon aise. Alors, à cause en partie de certains intervenants, et puis aussi par rapport aux autres participants, qui eux étaient attachés à la biodiversité, qui eux avaient des tas d'exemples à donner, qui eux avaient un vécu et effectivement un comportement adapté à la situation. Un tel était capable de parler des écrevisses de ces rivières, etc., etc. Et puis moi, j'étais capable de rien. Je lui ai dit, mais de quoi je vais parler dans cette organisation? Je ne me sentais pas à l'aise avec ce levier-là. Mais je peux pas dire pour autant que ce levier ne sert à rien. Il me paraît même très important, mais pas essentiel. Ou du moins enfin, c'était pas la démarche que j'aurais voulu entreprendre avec un groupe, justement. J'ai pas cherché, à travers ma vie, à travers mes activités de retraité, j'ai pas cherché à être efficace en matière de biodiversité. Si, actuellement, je fais quelque chose, je ne sais pas si c'est bien, mais enfin il me semble que oui, c'est que j'essaie de détruire les rennes des frelons asiatiques. Et j'en ai attrapé une bonne trentaine, je suis content comme tout. Et puis les échanges avec les autres membres du COC aussi, leurs projets, eux. On a Yannick qui était un des membres du COC, qui est de Rennes, qui lui s'est beaucoup investi dans d'autres projets liés à la biodiversité, par ailleurs, notamment le projet des mini-forêts, qu'il nous a présenté assez tôt dans le parcours du COC. Et donc l'idée, c'est d'utiliser des espaces disponibles pour les végétaliser sous forme de forêt à l'échelle miniature, de manière à permettre de redévelopper une biodiversité dans un milieu plutôt citadin, plutôt urbain. Et voilà. Donc ça, c'est assez sympa parce que du coup, il nous l'a présenté au sein du COC. Et du coup, on a un autre membre du COC qui habite pas très loin d'ici, Grégory, qui a trouvé que l'idée était vraiment sympa et qui du coup l'a proposé à l'échelle régionale, et du coup ça a permis la création d'une mini-forêt sur un espace d'un groupe scolaire à Tournord, voilà, avec la plantation d'arbres par les enfants, etc. Et tout ça, c'est un peu aussi c'est les petites graines qui ont permis le tissu humain du COC, qui est complètement en dehors des attentes de l'OFB, et voilà, ça c'est un peu le travail de la pause café du COC, quoi. Donc c'est aussi ces échanges-là qui sont super sympas. Le COC m'a amené à la mini-forêt tout simplement parce que j'ai dit, voilà, je suis membre du COC, donc on me parle de ce sujet. La mini-forêt, comme c'est mon schéma à moi personnel de fonctionnement, m'a fait très vite me dire, mais c'est largement insuffisant, qu'est-ce que tu vas faire avec une mini-forêt? Tu vas pas mettre des mini-forêts partout, enfin c'est n'importe quoi. Donc c'est pas ça, la mini-forêt, c'est un élément, c'est une pièce. Ce qui est plus important, c'est la diversification des schémas de végétalisation. C'est ça qui est important. Donc j'ai travaillé sur le plan local de végétalisation, qui consiste effectivement sur chacune des communes de France, à imaginer ce qui serait le meilleur scénario pour préserver et enrichir la biodiversité. Et donc s'appuyer sur les trames vertes et bleues
du plan local d'urbanisme qui existe, bien évidemment qui existe surtout en zone rurale. Pourquoi autant d'artificialisation des sols en périphérie, dans les zones d'activité économique? C'est vrai que la raison d'être d'une zone d'activité, c'est de créer de l'emploi, c'est de faire tourner la machine économique, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se satisfaire de faire table rase de tout ce qui peut être végétal sur ce secteur géographique. Donc voilà, donc c'est une des propositions que je fais, c'est de végétaliser de façon cohérente et connecter les zones d'activité économique, mais pas que, c'est-à-dire sur une zone urbaine, de pouvoir pointer toutes les aires géographiques qui sont aujourd'hui très artificialisées. Ta façon de fonctionner, tu l'as mis au service du COC aussi. Le COC m'a offert cette possibilité-là, donc parce que c'est une belle caisse de résonance, quoi. Et j'aurais aimé que le COC dure au moins 5 ans. Ouais, quand la Bretagne m'a fait appel pour être membre de la société civile, représentant donc la société civile à la fondation, c'était clair d'emblée 5 ans. On est nommé pour 5 ans. On n'est pas nommé pour 1 an, avec un point d'interrogation de savoir si ça va se produire, s'il va falloir un autre représentant, parce que lui, il n'est pas bon ou il est pas bon, ou qu'il faut changer pour changer. Non, c'est 5 ans. On est là pour 5 ans. Là, tu bosses, quoi. Tu fais un truc bien, quoi. Et je sais que ce travail-là, il va être utile pour les prochaines séances. Donc, dans 2 ou 3 séances, je vais pouvoir peut-être poser une question qui va être jugée très pertinente, parce que je sais que je suis sur la durée. Le problème du COC, c'est que c'est une idée merveilleuse, mais qui a aucune... c'est un peu comme les produits de maintenant, il est à obsolescence programmée, quoi. Après voilà, moi je suis assez optimiste, même si je ne suis pas dans le déni, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Il y a des situations écologiques qui sont catastrophiques. Je le sais, je ne dis pas tout va bien, mais j'ai confiance dans la capacité à corriger le tir, à faire évoluer les choses dans le bon sens, quoi. Voilà. J'ai pas la prétention ni l'envie de faire changer les choses par la force, mais par contre par des réflexions communes, oui, je trouve ça intéressant d'échanger. Alors après, je ne suis pas non plus une révolutionnaire. J'essaie pas de faire changer les gens d'avis surtout tout le temps, mais c'est plus un travail, ça part d'un travail personnel qui peut aboutir à des choses collectives, à des propositions en tout cas. Voilà, le plan local de végétalisation, donc c'est grâce à ma participation au COC que j'en suis arrivé là. Si j'avais jamais connu le comité citoyen, je suis certain que je ne serais pas arrivé à ce stade-là dès maintenant, quoi. Peut-être dans 2-3 ans, j'en sais rien, mais et encore, quoi. Il ne faut pas abandonner l'idée parce qu'elle est bonne, il faut cultiver ça, quoi. Et ce que je ne sais pas aujourd'hui, c'est comment la nouvelle direction de l'OFB a envie de gérer ça. On n'a aucune information là-dessus. Je ne sais pas du tout ce qu'ils en pensent. Là-bas ? Non, là on va foncer droit devant. Ouais. Oui. C'est du trafic, hein. Moi je ne faisais que m'ennuyer ou gêner les autres participants qui eux avaient tout à fait raison d'être là et étaient efficaces dans ce qu'ils avaient à faire. Moi, à la limite, je ne reproche rien au COC, je dis simplement que je n'y étais pas à ma place. On tournait en rond et puis on abordait les choses par le petit bout pour ne pas avoir parce qu'on n'avait pas le courage de les aborder par un bout plus large, quoi. Mais ça vaut le coup de filmer là parce qu'on a là devant nous le plus beau bassin d'Arcachon du monde. Donc c'est absolument nécessaire de filmer ça. Le plus beau, j'insiste.